Parola Libre, le média indépendant do país Nissart. Alors on fera des petites photos, des petites interviews juste après. Henri, si vous voulez bien vous installer ici. Ouais. Non, là. Vous avez un micro? Oui. Ok, d'accord. Voilà, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour accueillir une grande star de l'OGC Nice, monsieur Robbie Langers. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, encore une fois. Alors Robbie, si vous voulez bien, on va commencer par retracer rapidement votre début de carrière. Bon, évidemment, on parlera du fameux Nice-Strasbourg, mais un petit peu plus tard. Hein. Ouais, on va laisser un petit peu de suspense, parce qu'il y a des choses à nous dire un petit peu... de suspense, hein. Exclusif, il nous a des choses exclusives, ce qui s'est passé dans le vestiaire notamment. Beaucoup de choses. On va apprendre tout ça. Alors vous avez démarré, vous êtes né le 1er août 1960 à Luxembourg. Oui. Et vous avez commencé à jouer à l'Union Luxembourg. Oui. Vous aviez 9 ans. C'est vrai, c'était... Et racontez-nous un peu votre jeunesse alors. À l'époque, on n'avait pas le droit de signer une licence, comme c'est le cas maintenant déjà à 5 ou 6 ans. Nous, au Luxembourg, c'était 10 ans, donc je me suis entraîné à partir de 9 ans dans un club. Et j'ai pu signer ma première licence à 10 ans. Et je suis resté dans ce club jusqu'à 19 ans, où j'ai signé en Allemagne à Borussia Mönchengladbach. Voilà, alors ensuite vous avez de l'âge de 20 ans à 29 ans, vous avez joué dans 7 clubs différents. Ouais. On va citer les 4 principaux. Vous avez joué notamment au FC Metz, ouais. avec Tony Kurbos d'ailleurs. C'est vrai, avec Tony, voilà, qui vous salue. Je l'ai eu au téléphone cette semaine, donc il vous salue. Vous avez joué à l'Olympique de Marseille. Ouais, une année en deuxième division. J'ai été prêté par la FC Metz à l'OM, mais à l'époque l'OM était en deuxième division et on a même dû jouer pratiquement toute la saison au stade de Luvonne, le petit stade, parce que les vélodromes étaient refaits pour le championnat d'Europe. Ceux qui se souviennent peut-être. Voilà. Ensuite, vous avez joué à l'Homme avant Guingamp, ouais. Et puis ensuite à Orléans, et là vous faites une superbe saison en Ligue 2, vous marquez 33 buts, ce qui est quand même énorme sur une saison. C'est énorme, c'est vrai, j'ai marqué beaucoup de buts à Orléans, et ça m'a permis d'être convoité un peu aussi par les clubs de première division, parce qu'à l'époque, et c'est ça qui était un peu embêtant pour moi, petit luxembourgeois, on avait droit qu'à 2 étrangers par club. À l'époque, quand j'ai signé à Nice, c'était 3. Donc 3 étrangers qui pouvaient jouer, c'est vrai, ouais. Donc j'étais bloqué surtout par ça, et c'est pour cela que j'ai souvent surtout joué en deuxième division au début de ma carrière. Et puis en fait, donc c'est Jean-Noël Luc qui vous a repéré et qui vous fait venir, donc là vous arrivez enfin à Nice, donc en 1989. Oui, c'était Jean-Noël, c'était déjà mon entraîneur à Guingamp pendant une saison, que j'adorais. Jean-Noël Luc, c'était d'abord un excellent entraîneur et puis aussi un gars formidable, pour lequel j'avais et j'ai encore beaucoup d'estime. C'est vrai que c'est lui qui est à l'origine de ma venue à Nice, parce que j'avais pas mal de clubs qui m'avaient convoité à l'époque, après la saison d'Orléans, et j'ai choisi Nice à cause de Jean-Noël, c'est vrai. Et alors donc vous arrivez ici au gym, et donc c'est Pierre Alonso qui est entraîneur. Oui, c'est vrai. Alors ensuite ça a été Carlos Bianchi, puisque voilà, il y a eu un changement. Oui. Et puis vous avez joué, bien sûr, on va citer quelques noms, on ne va pas tous les citer, bien sûr, Marco Esner, Mustapha El Adaoui, Fabien Pifto, Jean-Philippe Mathieu, Jacques Bonnevet, Éric Roy, Roger Ricord, Tony Kurbos, Milos Djelmas, Jules Bocandé, bien sûr. Jules Bocandé, oui, Jules. Regretté Jules. Ouais. Mon ami Jules, qui malheureusement nous a quittés trop tôt, et qui faisait vraiment partie de mes meilleurs amis ici au club. Et vous surnommez le petit blondinet. Ah oui, lui c'était Papy, moi c'était le petit blondinet, oui c'est vrai, on avait des petits surnoms comme ça, mais je vous dis, on avait beaucoup d'estime l'un pour l'autre, et je le répète, c'était vraiment un très très bon copain à moi. Et un excellent joueur de club, qui jouait vraiment pour le club, qui se mettait au service de la disposition de la collectivité, et c'était vraiment un très bon gars. Alors vous arrivez donc au gym, alors un de vos premiers matchs, c'est peut-être le premier d'ailleurs, ceux qui s'en souviennent, c'est le match contre le PSG. Absolument, ouais. Premier match. Voilà, et vous faites donc le score 3 partout, ouais. Vous trompez Joël Pat, vous les égalisez je crois. Oui. Est-ce que j'égalise ou est-ce que je marque le 1-0, je ne sais plus. Ça je ne sais plus. Ou moi non plus. 1-0 ou 1-1. Bon bref, un partout, c'est ça. Parce que ce qu'il y a, c'est que le match a fini 3-3, c'était pas gage général, il y avait des problèmes avec l'arbitre. Oui, Fabien Pifto a été expulsé. Voilà, l'arbitre Hirt, je crois que c'est Jean-Philippe Massiot, à l'époque il n'y avait pas de dernier remplaçant sur le banc, donc c'est Jean-Philippe Massiot qui a enfilé les gants. Il a donné des blessures. Et donc le président, à la limite, avait même menacé de quitter le terrain. Le président Eminent Santini avait dit bon, si on continue comme ça, je me souviens, on arrête de jouer. Enfin, vous faites un superbe match, 3-3. Contre le PSG, qui était à l'époque
très bonne équipe, bon, pas le PSG d'aujourd'hui, mais c'était le PSG. C'était un bon match, début de saison, premier match. Beaucoup de monde aurait. Ouais, je crois que c'était plein d'ailleurs. Ouais. Et un petit peu plus tard, le troisième match, je crois, c'est l'OM. Oui. Alors Papin, Moser, Webel, Tigana, champion. Francescoli, Kimiko, etc. Enfin bref, une superbe équipe. Et puis il y a l'OM ouvre le score, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Papin qui marque 1-0, et puis il y a un pénalty à la 65e minute. Donc vous venez d'arriver au club, et Jules il dit allez Blondinet, vas-y, tire-le toi. C'est-à-dire que, oui, non, c'est-à-dire que. T'avais peur ou quoi? J'étais pas. Non, c'était même à la fin. Est-ce que c'était à la 65e. Ah bon. Enfin, moi, je... C'est-à-dire qu'il mène 1-0 l'OM. Bon, c'est vrai, c'était le grand OM. Et il y avait pénalty pour nous. Et Jules, normalement, devait le tirer en premier. Et puis en deuxième, je crois Jean-Philippe Rohr. Mais ni l'un ni l'autre ne voulait. Et puis Jules a dit oui, toi tu les as bien tirés à Orléans, vas-y. Et puis bon, j'ai pris le ballon et j'ai égalisé, on a fait match nul contre l'OM. C'est vrai. Je crois que cette année, ils ont fait champion quand même, non? L'OM, je pense. 89, Je pense. C'était la grande époque. je suis pas très calé sur l'OM. Je suis désolé. Moi non plus. Mais je pense que les supporters m'excuseront. Alors on va parler enfin. Alors on va peut-être parler de Montpellier d'abord. Et de Montpellier avant de parler enfin de Strasbourg, puisque Montpellier c'est pareil, vous mettez un hat-trick. Oui. Alors encore grosse équipe encore pour ceux qui ont connu Eric Cantona, Stéphane Paille, Laurent Blanc, Michel Desarcarian, Carlos Valderrama, enfin encore une très grosse équipe. Et vous gagnez 3-0 et vous mettez un hat-trick. Je pense que c'est ça en fait qui a été le début de ma reconnaissance aussi avec de ma communauté, avec le public, la communication avec le public, les gamins derrière le but, le grillage. Parce que c'est vrai qu'on a joué la grande équipe de Louis Nicolin qui avait recruté une grande équipe pour faire champion de France. Malheureusement, il s'était trompé, mais il avait mis beaucoup d'argent et puis on les a battus 3-0. C'est vrai, j'ai manqué un hat-trick, je pense que ça a été le déclic. Et à l'époque, donc vous montiez au grillage, mais il n'y avait pas de carton jaune à l'époque. Ah bah sinon je ne l'aurais pas fait. Non, c'est vrai, c'était bien. Vous auriez eu 38 cartons jaunes par J'en aurais eu pas mal, c'est vrai, mais bon, c'était bien. Ça c'était un bon souvenir. Ah oui, absolument, parce que c'était, d'abord moi, le gars qui marque, on est pratiquement en transe, on voit les gamins, les jeunes qui sont là derrière le but, surtout le Cop Sud, extraordinaire. Hein. La brigade Sud. Ça, oui, là, ça pour moi c'était extraordinaire. Il fallait que je le fasse à chaque fois que je marquais, c'est sûr. Et puis bon, on en revient au fameux match. Donc, alors Carlos Bianchi a pris la place de Pierre Alonso, c'est à l'heure, on est en bas de tableau, on joue pour ne pas descendre. Et il y a des barrages comme c'est revenu cette année, puisque cette année, ils refont les barrages 18e contre le 3e de la Ligue 2. Et donc à l'époque, c'est Strasbourg qui est 3e de Ligue 2, et nous qui sommes 18e, et on joue ce fameux match de barrage. On joue à Strasbourg. On perd 3-1, vous marquez le but, heureusement d'ailleurs. Absolument, très important. Et il faut un petit tour d'honneur, je crois. On était mené 3-0 à la mi-temps, et croyez-moi, et en deuxième mi-temps, ils nous ont tellement bougé, on avait, s'ils marquaient le 4e, on était mort. Et puis, heureusement, on s'est bien ressaisi, et j'ai marqué le but très important. Vous savez, à 4-0 à l'aller, on peut reprendre 6-1 derrière. Ouais, mais il fallait le faire. J'ai vu ça Il y a récemment. une équipe, bon. Non, c'est-à-dire que c'est difficile, c'est sûr. Très important de marquer le but à l'extérieur, qui est pratiquement double, et donc on savait que... Et c'est vrai aussi qu'ils nous ont chambré au match retour, au match aller, parce qu'ils ont fait le tour d'honneur, et il y a eu une petite bagarre dans la descente au vestiaire, et on s'était juré, tous les joueurs, Gilles Morisseau, Jules Bocandé, Rohr, je ne sais pas qui encore, Jean-Philippe Mathieu, au moins, qu'on allait faire tout pour se maintenir en Ligue 1 et qu'on allait essayer de faire le match le plus fou de notre vie. Et on a réussi à faire ça au retour. Et vous surtout, vous marquez non seulement on gagne 6-0, mais vous marquez 4 buts, mais les 4 premiers, donc les 4 plus importants, c'est vrai. Mais ma femme n'a pas vu les 2 premiers. Parce qu'elle est venue j'habitais à la Côte-sur-Rue à l'époque. Il y avait un embouteillage. Il y avait un embouteillage sur l'autoroute et elle m'a dit... je suis arrivé au stade et on me disait « Madame Longuès, votre mari a déjà marqué 2 buts ». Et elle m'a dit, en plus, j'ai failli trébucher sur Arsène Wenger qui, lui, était assis dans les escaliers, il n'avait plus de place. L'entraîneur de Monaco à l'époque, c'est vrai. C'était blindé, le stade était... Ouais, il y avait beaucoup de monde dehors aussi. Il n'y avait pas la sécurité, il n'y avait pas les normes de sécurité d'aujourd'hui. Parce que 18 000 places à l'époque... Il y avait 30 000 au stade. Oui, voilà, c'est ça. Je sais plus où j'en étais du coup. Non, mais c'était les 4 buts, c'est vrai, c'était important déjà de marquer un but très tôt pour revenir dans le match. Mais c'est vrai, ça c'est exceptionnel de marquer 4 buts en une mi-temps dans un match tellement important. Mais je le répète, ce que je viens de dire à la radio il y a 10 minutes, j'avais avec moi cette soirée-là
Gelmas fantastique. Oui, c'est vrai qu'on se souvient côté droit quand il dévient. Qui a fait un malheur. Tu avais Jules Bocandé qui a dévié le premier but de la tête, dont ce que j'avais déjà discuté avec lui avant le match. Oui, vous avez discuté dans votre voiture, parce qu'il n'avait pas voulu prendre sa Porsche. C'est vrai. Ça, c'est une anecdote. Je vais faire passer ma Porsche. C'est une anecdote. On était à un Talazur, on se préparait, on était au vert à Talazur. Et donc à l'époque, les joueurs, on prenait encore nos voitures pour aller au vert. Hein, et avant le match, on venait avec nos voitures au stade où il y avait un petit, vous vous souvenez, le petit terrain, là, les voitures des joueurs. La Porsche blanche des Voilà. Et puis Jules me disait avant le match, écoute, Blondie, j'ai pas envie de prendre ma voiture parce que si jamais ça se passe mal, on va me la casser. Les supporters vont me tuer. Et toi, comme tu as fait une belle saison, ils vont pas toucher la tienne. Et c'est vrai, j'ai appelé Jules avec une Ford Scorpio, c'est ça? Ford Scorpio, oui, petite voiture avec immatriculée au Luxembourg, il m'a dit, tu as fait une belle saison, on ne touchera pas la tienne. Et c'est vrai, et c'est comme ça que et là, dans la voiture, on a parlé du match, j'ai dit, si jamais tu es en l'air, tu dévies la tête, dévie toujours vers leur but. Regardez le premier but qu'on marque, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, c'est votre. Alors, j'allais vous poser la question, mais c'est votre meilleur souvenir au gîte, c'est ce match-là. Absolument, je pense que. Mais maintenant, quand je viens à Nice, les gens se souviennent de ça, me parlent de ce fameux match des 4 buts du barrage. C'est vrai, c'était exceptionnel, c'était la folie. Là, récemment, j'ai vu, il y avait France-Luxembourg, il y a un mois à peu près au Luxembourg. J'ai rencontré le président de Strasbourg, Marc Keller. Il m'a dit, écoute, tu ne peux pas t'imaginer, Roby, on parle encore à Strasbourg de toi et de tes 4 premiers buts que tu as marqués contre nous. Il m'a dit ça il y a un mois, Marc Keller, président de Strasbourg. Ah oui, ça, Strasbourg, ça leur a mis un coup sur la tête. Hein. Ils ont eu du mal à s'en remettre, bon, ils vont remonter cette année. Bon. Ouais, oui, c'est bien. Voilà. Je trouve que Strasbourg, c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1. De revenir en Ligue 1, oui. Alors, une chose que les supporters ne savent pas, que peu de gens savent aussi, c'est que Jean-Philippe Mathieu, d'ailleurs, qui vous passe le bonjour, vous êtes très proche. Hein, il était avec moi ce matin dans l'avion pour venir de Lisbonne. Voilà. Alors, moi, il m'en a parlé l'instant. Ouais. Et donc, il vous l'avait jeté à la mer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi vous l'avez jeté à la mer? Il a pu tremper. Bon, lui c'était l'enfant du pays, du club, du pays. Et on est allé fêter à toute l'équipe. D'abord, on est allé manger chez Marcel Marot je crois que c'est l'île de Loubet, non? Oui. Et dans le restaurant de Montréal, et puis voilà, on a fini par jeter Mathieu dans la mer. Voilà, il fallait faire quelque chose d'exceptionnel, et puis bon, on l'a mis dans la mer, à côté des bateaux. Il s'est bien remis quand même. Et puis bon, alors je ne sais pas si c'est à cette intersaison là, mais vous avez failli signer au PSG. Vous avez une proposition du PSG, oui, et c'est Mario Santini qui a refusé de signer. Mais c'est à l'été, au moment de l'été? C'était une très grande. Moi, c'était après cette saison-là. Après cette saison-là, d'accord. Je vais vous faire une confidence maintenant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est que après les 4 buts, je crois qu'il y a eu la finale de la Coupe de France. Quelques jours après, j'ai été invité par le président Borrelli au match avec quelqu'un qui s'occupait de moi. On ne peut pas appeler ça un impresario parce que sinon il aurait pu me faire signer là-bas. C'était quelqu'un, un ami, je dirais, luxembourgeois. Et on était invité à la finale et donc pour moi c'était clair que j'allais signer là-bas. Le seul problème c'est que le club ici à Nice, et je comprends, ils ont mis la barre très haute parce que j'avais un contrat encore sur 2 ans et malheureusement ils ne se sont pas arrangés, donc je suis resté une saison à Nice. Pour moi, c'est genre, quand on peut signer à 30 ans dans un grand club européen, tripler son salaire, c'est vrai qu'on ne joue plus pendant 10 ans, on s'est dit, c'est une occasion unique, mais bon. Et Mario m'a dit une chose, bon, il vit aussi au ciel maintenant, il m'a dit, Roby, si je te vends à Paris, on va brûler ma maison. Il m'a dit ça textuellement, on va brûler ma maison. Bon, donc pour le bonheur moi, je lui ai répondu quand même, président, attendez, vous m'avez acheté 900 000 francs. 900 000 francs à l'époque, à Orléans. Le PSG vous en donne 13 millions. Il vous donne Gabi Calderon, l'international argentin, en échange gratuitement. Ça, c'est une offre intéressante. Je crois que même les supporters les plus chauvins niçois vont comprendre cela. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà la vraie histoire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la savent. Pour le bonheur des supporters niçois, donc vous restez à l'OGC Nice. Par contre, la saison se passe pas très bien, puisque on fait je crois 14e, je crois. Oui. Je me souviens bien. Donc c'est Jean Fernandez qui commence, puis Jean-Noël Luc.
qui lui succède, parce que la saison se passe pas très bien, c'est Albert Raymond à l'époque qui est entraîneur adjoint. Bon, il arrive des joueurs comme Fabrice Poulain, Fabrice Page, Jocelyn Blanchard, Fred Joria. Fredo, bon gars, très bon gars. Et puis bon, on sait ce qui s'est passé. Voilà, rétrogradation administrative suite à les problèmes financiers. Ça nous a tués, ça a tué l'ambiance du club, ça nous a tué nous les joueurs, et on était obligé, le club était obligé de... J'ai joué encore 4 matchs en deuxième division avec Nice, je crois que j'ai marqué 4 ou 5 buts. Et puis j'ai été ses meilleurs joueurs. J'étais transféré, Jules était transféré, moi je suis allé à Cannes. Bon, ils ont récupéré de l'argent, le club heureusement, le Gilles, parce qu'ils avaient besoin de cet argent-là pour pouvoir survivre. Ils ont survécu une saison, c'était très difficile, mais heureusement après, ils sont remontés assez rapidement en Ligue 1 grâce à des nouveaux joueurs et aussi à de l'argent frais qui est arrivé au club. Et puis vous avez bien sûr laissé un souvenir inoubliable à tous les supporters, puisque vous avez été élu dans l'équipe du siècle de l'OGC Nice, aux côtés de Daniel Bravo, José Cobos, Hugo Lloris, je ne vais pas citer les 11. Et donc, notamment, ça a été fait au moment de la Verdurée. Vous avez tenu à venir pour la Verdurée. Oui, on m'avait invité. Je ne savais pas que j'allais être élu dans l'équipe du siècle. Bon, parce que quand on regarde un peu quels sont les joueurs qui sont passés par Nice, ils peuvent faire 10 équipes du siècle, tellement il y a eu d'excellents joueurs. Voilà, donc il y a eu un choix qui a été fait. Donc je suis évidemment très content d'être parmi ceux-là. Mais je le répète, il aurait pu y avoir 30, 40 joueurs de plus dans cette équipe qui auraient mérité d'être là. Alors on va parler 30 secondes de votre carrière au Luxembourg, puisque vous avez joué 73 matchs internationaux, 73 matchs, 8 buts. Oui. Et donc ça a été une très belle carrière. C'est-à-dire que le Luxembourg, au début, attendez, quand moi j'ai joué en sélection, on avait deux professionnels. Hein. Il y en avait un en Belgique et moi en France. Donc maintenant, le Luxembourg, ces dernières années, on a créé un centre de formation. Depuis 15 ans, il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'étranger, à Metz, moi en Allemagne, et ça commence à porter ses fruits. Donc on a une dizaine de jeunes qui commencent à progresser. Évidemment, c'est plus facile maintenant qu'à l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps pour marquer des buts, et c'est vrai que gagner un match au Luxembourg, je crois que j'ai joué 52 sélections avant de gagner le premier match avec le Luxembourg. Alors vous suivez bien sûr l'actualité du gym. Alors votre sentiment un peu depuis 5 ans, vous avez vu un peu l'évolution, qu'est-ce que vous en pensez, l'arrivée du nouveau président Jean-Pierre Rivert? Très bien. Le stade, le nouveau centre d'entraînement. Très beau, évidemment je suis très content, et je l'ai dit à Christian Estrosi déjà à l'époque, je suis très content qu'enfin il y aura un nouveau stade, ça se mérite, un club comme Nice mérite un stade à sa hauteur, c'est une très belle ville, c'est une ville importante en France. Il fallait ce stade-là, malgré le fait que le Ray, ça fait partie de l'histoire, de mon cœur, de ma vie, que je ne peux pas oublier. C'est la chair de poule quand je pense au truc du grillage, etc. Mais c'est vrai maintenant avec le nouveau stade, le nouveau stade, ça se mérite. Et il y a eu effectivement aussi des résultats qui ont suivi, ce qui est très bien. Déjà Claude Puel avait fait un très bon boulot ces dernières années. Maintenant Lucien il est en train de poursuivre là. On va one step further, c'est-à-dire on progresse. Champions League, qualification minimum cette année, peut-être plus. Et voilà, en espérant que si jamais il y a la qualification, qu'ils peuvent aller au pool, parce que là ça rapporte vraiment de l'argent. Bien sûr. Oui, ça c'est sûr. C'est ce qu'on souhaite tous, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors je crois que vous avez donné votre maillot vous savez où il est le maillot des 4 buts, je ne sais pas où ils l'ont mis. C'est celui-là? Oui, celui-là, c'est possible. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est celui des 4 buts. C'est vrai, je crois que sur YouTube, on peut voir à la fin du match les policiers qui font... Comment on dit ça? Il y a un cercle. Un cordon de sécurité, oui. Pour que je puisse jeter le maillot dans le public, les jeunes. Mais celui-là, c'était celui que j'ai porté en première mi-temps. C'est le vrai maillot des 4 buts. Bon, l'autre, je l'ai porté en deuxième mi-temps et je l'ai jeté dans le public. Mais celui-là, c'est vraiment le maillot des 4 buts. Alors aujourd'hui, vous travaillez pour la loterie nationale au Luxembourg. En quoi ça consiste en fait? C'est comme la Française des Jeux ici en France. C'est l'euro-million, c'est le loto, c'est des billets de grattage. Donc c'est exactement la même chose. Vous êtes directeur de la loterie là? Non, je ne suis pas directeur. Je suis responsable du sponsoring manager. C'est-à-dire que je m'occupe de tous les sponsoring de la loterie nationale, qui est énorme. On est sponsor principal du comité olympique, de la Fédération luxembourgeoise de football, de tous les grands événements sportifs luxembourgeois. Donc je pars
avec la sélection luxembourgeoise à tous les matchs à domicile, à l'extérieur. J'organise beaucoup d'événements sportifs, que ce soit tennis, handball, volleyball, tout sport en fait. Donc je reste dans le sport. En tant que, oui, mais moi, on n'entend pas tout, hein, c'est ce que des fois on dit. Quand on dit des choses, moi aussi, ça m'est... Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous m'avez rarement vu prendre un carton jaune, carton rouge, je ne crois pas. Mais jaune, j'en ai pris. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit des choses à l'arbitre, dans le dos, et que personne n'a... Vous pouvez pas. Maintenant, peut-être aujourd'hui, on le voit, mais personne ne le voit. Et j'ai pris un carton jaune, et on disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais traité de, je sais pas... Voilà, mais on va rester sur cette anecdote. On va applaudir Robbie pour le remercier, bien sûr. Alors, juste une petite précision, dans 15 jours, nous recevrons normalement Sami Traoré. Ce sera Sami Traoré qui sera là. Donc voilà, le grand Sami, hein, le grand Sami. Bon, on va passer de l'avant-centre au défenseur central. Donc voilà, il sera là pour le match, donc le dernier match contre Angers, où il y aura également un feu d'artifice, vous savez, à la fin du match. Donc venez nombreux pour accueillir notre ami Sami Traoré. Et puis je vous laisse Robbie pour des selfies, des photos, des bisous, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, je vous donne, il reste quelques cartes, je vais vous les distribuer. Hola, mia bella Nisa, regina dei flu, li Torisa, io canterai tu giù.